Abana bien sûr, mais il y avait David Smith qui perce ici la défense, le Rugby Club Toulonnais qui entame parfaitement ce match dès la première minute avec une occasion en bout de ligne. Alf Penny qui a claqué pour Drew Mitchell, il va y avoir essai mais il y a un léger en avant. Il manque énormément de joueurs mais il y a une étoile sur le terrain, Lee Alf Penny, étoile galloise qui valide les 3 premiers points de la rencontre. Et Olivier Azam, l'homme de la semaine côté lyonnais, qui quittera Lyon, on l'a dit, pour aller à Oyonnax, eh bien il peste un petit peu. Coup dur pour Toulon juste après. Dans le premier quart d'heure, c'est Alexandre Ménini, l'international, le pilier international, qui sort. Il a reçu une vive douleur au pied droit et une douleur impossible de continuer le match. Il craint une fracture du pied. Il passe des examens en ce moment même. Et du coup, c'est un petit peu difficile en ce début de match pour les Toulonnais, bousculés par la conquête des Lyonnais. Une conquête validée par Porical qui passe une première puis une deuxième pénalité. Et Lyon mène 6-3. C'est un petit peu gelé Bernard Laporte, qui doit se passer aussi de Mathieu Bastaro qui est en vacances, qui doit aussi se passer de Bakis Bota qui s'est blessé lors de la Coupe d'Europe, de Sébastien Tiusborn. Mais regardez, il y a Chris Mazoé qui est là, qui perce, qui lobe la défense et qui sert Voslo pour le premier essai de la rencontre. Croit-on en ce moment-là, il va être validé par Monsieur Chalon, mais il a un petit doute Monsieur Chalon, alors il va demander la vidéo. On est à la demi-heure de jeu et cette passe de Chris Mazoé va finalement être jugée en avant et c'est refusé. Et toujours 6-3 pour des Lyonnais à la pause, ce qui ne plaît pas du tout à Bernard Laporte, qui va passer un savon légendaire à la pause, pendant que Dylan Armitage lui a retrouvé un peu le sourire. Il danse un petit peu à la pause pendant que ses coéquipiers se font remonter un petit peu les bretelles. Là, la leçon c'est que les Toulonnais reviennent avec énormément d'appétit. Ils veulent tout remporter en ce moment, ils veulent passer sur la Coupe d'Europe, ils veulent rester leader de ce championnat. Et cette passe au contact de Sanchez, elle prouve qu'on a trouvé le ton juste avec cet essai de Mazoé, 47e minute, après une pénalité d'Alf Penny. Ça fait 13-6, Toulon qui a remis les choses à l'endroit, et Toulon qui va creuser un petit peu plus l'écart avec une nouvelle pénalité d'Alf Penny. Ça fait 16-6, on arrive tout près de leur jeu et Lyon et Olivier Azam sont tout en difficulté après un carton jaune contre Jean-Philippe Boropo, et du coup Toulon accélère en supériorité numérique avec cette action des espaces qui se créent. David Smith qui perce, qui trouve le relais de Rudy Wolf, qui va croiser avec Mitchell, et Mitchell, quand vous croyez l'avoir dans les bras, vous ne l'avez pas, il accélère, il déborde et il double la mise, et cela fait 23-6 à l'heure de jeu. C'est un essai qui fait un bel écart et qui permet à Toulon de s'envoler. 23-6, 5e essai de l'Australien, c'est l'essai du break. Les Lyonnais ne sont pas imposés à Toulon depuis l'après-guerre, et c'est en train de leur filer sous le sourire de Johnny Wilkinson, qui apprécie enfin la performance de ses anciens coéquipiers. On arrive dans les 10 dernières minutes et on court après le bonus offensif côté toulonnais. Il arrive peut-être avec David Smith qui part le long de la ligne de touche, mais il y a cet énorme plaquage de Stéphane Brett qui vient sauver les Lyonnais sur cette action. Stéphane Brett qui échappe, qui permet surtout à Lyon de ne pas concéder ce bonus offensif, et Toulon qui doit batailler jusqu'au bout, encore et encore. Il reste une poignée de secondes, une dernière mêlée à 5 mètres de la ligne, et les Lyonnais sont en train de subir en mêlée, et il y a ce départ bien contrôlé de Chris Mazoé. Chris Mazoé qui a déjà inscrit un essai, qui s'arrache, qui déroule son bras et qui double la mise. Le voilà, l'essai du bonus sur la sirène. 30-6, Toulon qui s'impose. Les Papelitos qui volent enfin à Mayol. Enfin un cadeau de Noël pour des supporters toulonnais et des supportrices toulonnais. A gardé sa stratégie de toujours vouloir envoyer du jeu malgré des conditions climatiques difficiles sur Jean Daugé, où il a énormément plu. Yann Lesgourg pousse au pied, sera-t-il le premier dans le but? Non, il est devancé par Scott Spedding, l'arrière international. C'est un premier épée, une première alerte pour l'équipe de l'Aviron Bayonnais, qui est dominée dans cette entame de match en termes de possession, en termes d'occupation. Ce sont les Bordelais de Blair Connor ou de Louis-Benoît Madol qui font le jeu. 65% de possession à ce moment de la partie, mais peu d'occasions concrétisées. Alors des 50 mètres, c'est Pierre Bernard qui va ouvrir le score. 3-0 en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Pierre Bernard qu'on a vu très malheureux face à Toulouse il y a un mois. Charles Olivon lui aussi est très malheureux. Il passera des examens demain. Il devrait être forfait la semaine prochaine face à Oyonnax. On en saura plus dans les jours qui viennent pour le 3e ligne international. On en sait plus en revanche sur la mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Elle a été critiquée tout au long de la saison, mais là elle fait plier l'une des meilleures mêlées de notre championnat, celle de l'Aviron Bayonnais. Du coup, Pierre Bernard gonfle le score avec sa botte toujours aussi prolifique. 9-3 à la demi-heure de jeu. Patricio Noriega est inquiet. Heureusement, il y a son compatriote argentin Martin Bustos Moyano qui va permettre aux Bayonnais de rester au contact au terme des 40 premières minutes. 9-6.
pas de quoi donner une énorme ambiance ici à Jean Daugé. C'est assez calme et heureusement les Bayonnais vont se réveiller dès l'entame de la deuxième période. Ils sont menés 9-6, ils se sont montrés très discrets. Heureusement, Jean Ribaud va mettre du rythme, il va échapper à 2 plaquages, le relais ensuite des avants dans l'axe. Une action qui ne débouchera finalement sur rien. Mais l'Aviron s'est réveillé, l'Aviron est enfin entré dans sa partie. Les Bordelais sont bousculés, les Bordelais sont à la faute. Et c'est le moment que choisit Martin Bustos-Meno pour égaliser à 9 partout à la 45e minute de jeu. Rien d'alarmant pour l'Union Bordeaux-Bègles qui continue à jouer mais qui n'arrive pas à finir les coups. Alors encore une fois, eh bien c'est Pierre Bernard qui après le 12-9 de Bustos-Meno va égaliser à 12 partout. La rencontre est indécise, il y a beaucoup de pertes de balles, de déchets techniques, mais toujours beaucoup d'envie, de férocité. Et Rouette, le demi-mêlée bayonnais, s'infiltre au cœur de ce ballon porté. A-t-il marqué Guillaume Rouette? Eh bien non, après arbitrage vidéo, on voit que Yann Lesbourg s'interpose entre l'embut et le ballon. L'essai est logiquement refusé. 12 partout, c'est un match capital, mais un match où l'Aviron bayonnais subit trop en conquête. Touche, mêlée, ils sont battus, ils sont secoués. Et puis encore, cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles se crée des espaces avec Lesbourg, avec Guitoun, dont c'était le grand retour, l'arrière international, ailier aussi, mais là c'était à l'arrière qu'il s'était proposé. Hélas, trop de fautes, encore trop de déchets pour la finition et finalement 12 partout. Et c'est peut-être l'un des tournants du match. Lovo Balavou, plaquage haut sur Blair Connor, il va sortir pour 10 minutes normalement, carton jaune, mais il reviendra au terme de 7 minutes 40. Il manque 2 minutes 20 pour le carton jaune. Lovo Balavou qui est là au soutien sur cette ultime action. Après 2 échecs des buteurs bayonnais et bordelais, c'est Santiago Fernandez qui s'essaye au drop à la 78e minute et 30 secondes. Le buteur argentin, ouvreur titulaire à la place de Blair Stewart, passe ce drop capital. Victoire sur le fil 15-12 des Bayonnais. Bonus défensif pour les Bordelais. Les Bordelais, à l'image de Thibaut Lacroix, qui sont chambrés par leurs anciens partenaires. Ça ne valait pas un feu d'artifice, mais c'est Bayonne qui s'impose ce soir. Isabelle. Seulement quand Teddy Thomas sur son premier ballon se blesse, l'ailier international révélation de la dernière tournée automnale est victime sur cette chandelle d'une béquille à la cuisse droite. Il va devoir quitter très prématurément ses partenaires. Il n'aura touché aucun ballon ce soir dans cette rencontre. Entame de match compliqué donc pour le Racing, car les Rochelais eux sont arrivés pleins d'ambition, à l'image ici de Jason Eaton qui va contrer Benjamin Dambiel, tenter de poursuivre l'action au pied. C'est peut-être un ballon d'essai pour Jason Eaton, mais vous le voyez, et bien ici Brice Dulin se couche en premier sur ce ballon. Engagement total de la part des Rochelais qui parfois d'ailleurs vont au-delà de la limite. Botia, plaqueur ici sur Henri Chavancy, est victime d'un plaquage dangereux et donc laisse ses partenaires à 14 contre 15. Coup dur pour cette équipe rochelaise qui ne va pas se démobiliser et qui va pousser l'équipe du Racing à la faute. Benjamin Fortassin ici bien pour son retour sur les pelouses du top 14. Première apparition en championnat, Fabien Fortassin ouvre la marque. La Rochelle mène alors 3-0 après 10 minutes. Le Racing de son côté peine à entrer dans le match et dans les 22 mètres adverses. Il faut attendre la 18e minute pour voir Camille Gérondeau être stoppé à quelques mètres de la ligne. Zarzeski bien placé profite de l'absence de la défense rochelaise pour aplatir le premier essai de la rencontre. Zarzeski qui profite du télescopage de l'arbitre avec Gélédan pour échapper au plaquage du talonneur. Il permet après la transformation de son équipe de mener 7-3. Petit à petit alors le Racing met la main sur cette rencontre et après une faute ici de Kovu, ancien pensionnaire du Racing, et bien Maxime Machenot, auteur d'un 100% ce soir, réussit une première pénalité et le Racing à la pause mène 10-3 sans être génial mais en construisant un succès en tout cas de façon structurée. Le Teddy Thomas lui est sur le banc de touche, la béquille n'est pas très inquiétante, il sera bien à l'entraînement lundi prochain, tout comme Venceslas Lorey qui ici attaque la défense en début de seconde période. Camille Gérondeau au relais, la libération va se faire rapidement pour Maxime Machenot qui alerte Benjamin Dambiel, il lève les yeux, superbe diagonale parfaitement volleyée ici par Johan Audrin et la récupération elle aussi magnifique de la part de Brice Dulin qui inscrit le deuxième essai de son équipe. Un très beau travail de Johan Audrin à l'image d'un volleyeur un petit peu qui va transmettre de façon acrobatique à Brice Dulin. Brice Dulin qui va inscrire le deuxième essai de son équipe, l'essai du break, parce qu'à ce moment-là le Racing mène 20-3, une action qui coûte cher au Rochelais. Julien Berger pour ce contact sur un joueur en l'air reçoit un carton jaune. Mais au contraire de la première période, cette fois les joueurs du Racing vont réussir à profiter de cet avantage numérique. On joue 2 minutes après l'essai de Brice Dulin et Johan Audrin ici
qui s'infiltre dans la défense, un petit jeu au pied millimétré qu'il récupère lui-même pour terminer sa course au pied des poteaux. Magnifique exploit de Johan Audrin, c'est lui qui a remplacé Teddy Thomas, c'est lui qui ce soir a mis le Racing sur de très bons rails. Luc Ducalcon, passeur décisif, permet donc après cet exploit de Johan Audrin au Racing de mener 27-3 et surtout de s'adjuger provisoirement le bonus offensif avec ce 3e essai inscrit. Le match alors va retomber un petit peu, on va dire, d'intensité, perdre en intensité en tout cas, mais ici Jean-Pascal Barak récupère un ballon dans ses 22 mètres et s'offre une course folle. Henri Chavancy et Benjamin Lapère sont trop courts, ils ne vont jamais récupérer le 3/4 centre de La Rochelle qui finalement récompense le bon travail de son équipe des Rochelais, jamais très loin mais trop souvent peut-être à la faute dans cette rencontre, et un essai qui prive en tout cas cette équipe du Racing du bonus offensif. Il reste quelques secondes à jouer, on est dans le temps additionnel quand Virgile Lacombe ici s'infiltre dans la défense, une libération qui va permettre à Maxime Machelot de transmettre à Luc Ducalcon qui commet un en avant. Cyril Lafont, l'arbitre de cette rencontre, siffle la fin du match. 27-8, score final. Le Racing aligne un 3e succès de suite en top 14, mais à la joie s'ajoute forcément la frustration, car au pied du sapin, certes il y a Dan Carter, mais il manque. 2 fois en Coupe d'Europe et des retrouvailles en championnat. Brive qui va bien démarrer la rencontre avec ce drop de Bézi en début de rencontre. Un match très engagé avec 2 équipes qui jouent un petit peu le même championnat, celui du maintien en top 14. Et Oyonnax va se montrer très dangereux en de première période avec une multiplication d'attaques, une alternance parfaite des joueurs d'Oyonnax qui vont se montrer plusieurs fois près de la ligne de Brive. Mais à chaque fois, à l'image de cette action amorcée par le demi d'ouverture Ourda Pieta, à chaque fois on va avoir une faute de main ou une faute un petit peu d'indiscipline pour venir gâcher les envies d'Oyonnax, un manque de réalisme qui inquiète un petit peu Didier Casadei. Mais Brive, grâce notamment à ces 3/4, va s'illustrer. Regardez Massilevou qui va percer, qui va accélérer, l'ailier fidjien qui va mystifier toute la défense d'Oyonnax, qui va retrouver à l'intérieur Mafi pour le premier essai de Brive. Tout part de ça et on va le revoir, l'action de Mafi avec, regardez ça, le cadrage des débordement de Massilevou qui va une nouvelle fois s'illustrer dans ce championnat. Il avait fait un petit peu la même chose contre Toulouse en début de championnat. Massilevou et Mafi qui permettent donc à Brive de marquer ce premier essai. Allez, pour le plaisir, on le revoit. Le cadrage débordement, un crochet magnifique de Massilevou qui donc permet à Brive de mener 10-0 à la pause. Un match très engagé, pas d'essai, pas trop de points, mais il y a beaucoup de combats. Christophe Furios se dit que ces joueurs sont quand même malgré tout dans la partie. Mais en début de deuxième période, Brive va appuyer sur les secteurs clés de ce rugby, à savoir les phases de conquête, la mêlée fermée. Une première pénalité pour Gaëtan Germain, 45 mètres. Il y a bien sûr la précision et la puissance de Germain qui permettent à Brive de mener 13-0. Oyonnax va essayer de coller au score. Le problème d'Oyonnax aujourd'hui, c'est ce manque de réalisme affichant en première période. Ils sont souvent dans le camp de Brive, mais ils n'arrivent pas à se défaire de la bonne organisation défensive. Alors il faut s'en remettre au pied de Benjamin Ourda Pieta, l'artilleur argentin, qui va réduire le score une première fois, 13-3, puis 16-3 grâce à une nouvelle pénalité de Germain. Brive ne sort pas trop le ballon, c'est le mois d'hiver, il faut mettre le ballon au chaud et donc on va jouer avec les avants, le ballon porté. Regardez ça, la puissance des avants de Brive qui vont littéralement exploser ceux de Oyonnax. On va même mettre à la faute l'adversaire. Vous allez voir le bras tendu de l'arbitre. Les avants d'Oyonnax qui ont fait presque 30 mètres, c'est assez rare pour le souligner de voir les avants d'Oyonnax reculer autant. Brive, grâce au buteur Gaëtan Germain, ont l'occasion de prendre 16 points d'avance de nouveau. Ça passe pour Germain, 19-3. Il reste un peu plus d'un quart d'heure. Arnaud Mella est satisfait. On ne voit pas trop de grandes envolées ce soir à Brive, mais en tout cas on voit un combat d'hommes. Et à ce jeu-là, les brivistes dominent toujours, même si Oyonnax fait tout pour revenir au moins dans les cordes du bonus défensif. Ourda Pieta va réduire le score, 19-6. Il reste un peu moins de 10 minutes. Nicolas Godignon se dit qu'un succès se profile. Oyonnax va tenter une nouvelle fois d'attaquer, mais à l'image de sa rencontre, ne va pas avoir le dernier geste pour essayer de contourner la défense, même si la Vandenbourg va faire un nouvel en avant. Voilà, on se titre la victoire de Brive 19-6. La satisfaction pour Nicolas Godignon et pour le